Bonjour à tous et bienvenue dans la Debug Room, l'émission du développement web et mobile, présentée par Teddy Valente et Benjamin Hazan. La Debug Room est disponible un lundi sur deux sur debugroom.fr. Bonjour à tous et bienvenue dans la Debug Room. Au sommaire de cette émission, une section vieille remplie de plein de choses comme d'habitude. Dans le dossier de cette émission, Teddy nous parle de VP Manager. Dans la Toolbox, on vous parle de mail et JS. Et dans la zone 404, on vous parle de web speech, entre autres choses. Mais avant, j'accueille Teddy. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Bah ça va super. Allez, on enchaîne avec la section veille. Gardez l'œil ouvert, c'est de la section veille. Et dans la section veille, Teddy nous parle des serveurs de Facebook. Ouais, c'est un article, bon, c'est tout en anglais. Pour le coup, c'est un anglais un peu qu'on n'a pas forcément l'habitude, nous les développeurs, parce que ça parle beaucoup de serveurs, Ah, de choses en dur, d'accord. d'hardware. Je pensais que c'était de l'anglais littéraire, tu vois, genre un peu de Shakespeare et tout. Non, C'est pas ça. c'est juste un peu, C'est un juste peu, que ça un parle peu de lourd. bête serveur et de trucs comme ça, Voilà. et c'est pas ça. Mais en fait, voilà, c'est un article qui explique comment fonctionnent grosso modo les racks de serveurs de Facebook. Ah, c'est Parce cool. que Facebook, c'est tellement énorme que ils ont leur propre, au moins leur propre rack de serveurs et probablement leur propre data Oui, center oui, la plupart du temps. ouais, et ils ont même leur propre modèle de serveur en fait. Ils les achètent pas, ils Ouais. les construisent Ouais, eux-mêmes de ça mémoire. va même encore plus loin, c'est qu'ils ont carrément leur propre modèle de processeur qu'ils ont développé en commun avec Intel. Voilà, comme ça c'est Voilà. bien. Donc ils en parlent dans l'article justement. Et en fait, c'est intéressant parce que là on voit que ils ont grosso modo, je crois que c'est 7 types de racks, hein, donc c'est vraiment un rack complet avec le switch, le réseau habituel, etc. Absolument. Et donc grosso modo, voilà, ils ont le rack ça. web service, donc c'est lui qui fait tourner PHP. Tout le HVM système, peut-être? Oui, voilà, c'est ça. Hip-hop, non, c'est hip-hop. Bah, HVM. Ah, c'est différent. HVM, c'est la version open source de hip-hop? Oui, grosso modo, c'est ça, il me semble. D'accord. Ouais. Ok. Ouais, je me rappelle, on en a parlé en plus de tout ça, mais voilà. Après, ils ont deux. Il y a un type quand même de rack dont ils n'ont pas parlé dans la présentation Ah, de le Facebook. Type 2? Ouais, voilà. On sait pas trop ce que c'est. Ça doit être des trucs aliens, je pense. Peut-être, ouais. C'est pour qu'ils arrivent à gérer Facebook, faut avoir des technologies Un très, petit peu très, alien. très avancées, je Ouais, le pense. Type 3, c'est quoi? Après, ils ont un Type 3, bah, c'est la base de données MySQL, tout simplement. Yes. Alors après, on dit MySQL, mais à mon avis, c'est aussi une version un peu custom, ouais. un peu custom carrément. Voilà, après ils ont un type data storage pour les il me semble que c'est c'était du les Hadoop, ça. vidéos ou je sais plus. Ouais. Mhm. Enfin voilà, l'article il est ultra complet et je trouve ça intéressant toujours de voir comment ils font les gros en fait, tout simplement. Ouais, c'est vachement Ils intéressant n'ont pas ça. du tout les mêmes problèmes que nous l'article il est assez intéressant pour ça et moi ce qui m'avait impressionné c'est vraiment le fait qu'ils aient développé leur propre processeur. Bon, après c'est pas les machines en elles-mêmes elles sont pas alors c'est des grosses machines hein, mais Yes. c'est pas voilà, c'est des choses que vous pouvez avoir chez OVH quasiment. Qui se trouve, ouais. Ouais. Alors l'histoire du Type 2, c'est qu'en fait ils l'ont supprimé à partir du moment où le Type 3 est devenu suffisamment performant en fait. C'est ce qu'il raconte là, dans l'article. Ah non, c'est vraiment Non le type 2, ils l'ont retiré de la liste. D'accord. Ah, il me semblait que c'était ce que j'avais cru dire, mais d'accord. Non, Ok. non, ils l'ont vraiment juste retiré. Pour pas en parler en fait, c'est ce Voilà, que tu veux dire. c'est ça. Ok, très bien. Donc, c'est quand même un sujet assez sensible, donc je pense que... Ouais, il y a un peu de trucs. Après, en plus, qu'est-ce que ça peut être? Celui-là, dans les racks qu'ils ont laissés dans la liste. Bah, il manque il y a l'authentification tout. pour moi. Donc Ouais, quoi. ça peut être web service, tu vois. Ça. Ah, ça peut être aussi ça. Donc, ça peut être géré là, mais oui, c'est peut-être l'authentification, ou c'est peut-être ce qui est API. Hmm. Je sais pas. Clair. Non. Mais pas en non tout plus. cas, l'article est intéressant, je vous invite à le lire. Yes. Allez, on continue et tu nous parles de l'IPv4. Ouais, c'est l'IETF, alors je sais plus ce que ça veut dire, mais c'est un... C'est l'Internet Electronic Transfer. Non, c'est ce que je me suis dit. Non, c'est pas eux. l'Electronic Frontier Foundation, tu confonds avec Ah oui, non, c'est pas. l'EFF. Ah merde, non. L'IETF, c'est un organisme d'Internet, c'est un peu dans le même genre que le W3C, sauf que là, c'est plus sur la partie, entre guillemets, réseau. Ouais. Et en fait, voilà, c'est juste un élément sympa, c'est que ils ont créé un nouveau, c'est un draft, hein, c'est un brouillon, un nouveau, c'est pas vraiment un standard, je sais même pas comment ça s'appelle d'ailleurs, tiens. Une espèce de norme.
Ouais, une espèce de norme. Non, alors là, il y a Mais marqué qui- ça, c'est This is a memo pour le moment. Ouais, mais parce que c'est un draft simplement. Ouais. Et en fait, voilà, c'est grosso modo, il déclare que l'IPv4 est historique, c'est-à-dire fait partie de l'histoire maintenant. Ah, très Est-ce bien. que c'est un moyen de pousser IPv4 vers la sortie pour dire, regardez les mecs, vous êtes encore IPv4, c'est un truc de C'est l'histoire historique. ancienne. Ça. C'est bon, c'est presque pour les musées, préhistoire, ça. quoi. Donc je pense qu'il y a un peu de ça. Yes. Et mais en fait, c'est sympa, je savais même pas, tu vois, qu'il déclarait le truc historique. C'est Et curieux, je ouais. trouvais ça sympa en fait de le voir comme ça, mais bon, en réalité, je pense que c'est plus pour pousser. Enfin, ça envoie un nouveau signal comme quoi il faut abandonner ce putain d'IPv4 qui est Yes. devenu trop petit. Absolument. Enfin, voilà, C'est en tout clair. cas, on vit l'histoire en direct. On pourra le raconter à nos petits-enfants. Ah, j'étais là. Moi, j'étais là quand IPv4 existait. Ouais. Et a été déclaré Et historique. c'était en plus. Ah, mais t'es super bien! Ouais, à cette époque-là, on sera en IPv32. C'est clair, ouais. Allez, on continue et on enchaîne avec Netflix. Et oui, on aime bien toujours ce petit service qui nous explique un petit peu comment ils extraient les métadatas des images. Alors, les métadatas, alors pour eux, c'est pas juste c'est pas juste une information EXIF des images. Hein, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit plus de détecter voilà, comment est composée l'image. Est-ce qu'il y a un corps ou est-ce que le point d'attention central, tu vois, là on voit bien qu'il se centre sur le corps ou là, ici la tête. Ou ici, comment il s'appelle lui, Borat? C'est pas Borat lui? Non, c'est Horseman Jack. Horseman Jack. Et après, du coup, comment ils ont déduit le positionnement des textes, etc., en fonction de la taille de l'écran et puis du comportement de l'image. Donc, moi, je trouvais ça intéressant, surtout qu'ils doivent gérer quand même de l'incrustation de texte avec pas mal de langues. Donc, du coup, enfin, c'est pas forcément hyper simple. Donc, du coup, voilà, il nous raconte un petit peu ça. Je trouve ça super, toujours intéressant de voir comment les gros font. Tu vois, comme quoi on s'est bien trouvé. Et voilà, si ça vous intéresse. Alors, au niveau technicité, on se détend. Hein. Là, c'est plus pour la pause café, tout va bien. Il n'y a pas une ligne de code, il n'y a rien. Il y a éventuellement un petit diagramme de fonctionnement, mais on est relax. C'est juste des grands concepts et des guidelines de comment traiter les choses, mais il n'y a pas de. Voilà, vous n'aurez pas les scripts magiques de Netflix. Faut pas rêver quand même. Allez, on continue. Tu nous parles de ces deux instances info. Ouais, c'est un site, ec2instance.info. Enfin, c'est juste une page en fait, c'est même pas un site. C'est du bootstrap, hein, 100% pur Ah là, jus. oui, je pense Ça que se voit là, tout de ils suite. n'ont pas fait d'effort. Mais l'intérêt de cette page-là, en fait, c'est que ça va présenter tous les offres de AWS EC2. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Amazon Web Service. EC2, c'est Electronic Cloud, non? Electronic Elastic Compute, Cloud, je crois. Elastic Cloud, Elastic Compute peut-être. Ouais. Ouais, Bon, c'est l'instance sais de pas. processing, quoi. Voilà, ouais, c'est grosso modo, c'est le Pardon? serveur. C'est un serveur C'est ça. virtualisé chez AWS. Absolument. Pour ceux qui n'ont jamais été voir à quoi ressemble la page des tarifs, elle est très 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 longue chez AWS, elle est très compliquée à comprendre. Et là, Ouais. voilà, ça reprend vraiment tous les tarifs dans toutes les régions presque. Et on peut avoir le coût mensuel ou à l'année suivant les 5 ou 6 options différentes qu'il y a. Si on peut avoir les instances à la demande, ou on peut la réserver pendant un an en payant quand même tous les mois, ou on peut la réserver pendant 3 ans en payant tout d'un seul coup. D'accord. Voilà, donc, Ah, et upfront, entre c'est ça? C'est Ouais, payé c'est tout d'un ça. coup? Ouais. D'accord. Et donc entre les deux, donc il y a no upfront, partial upfront et full upfront, donc c'est sans payer d'avance, en payant, En payant genre la moitié d'avance. ou en payant tout d'avance, ce qui fait mine de rien vachement baisser le coût. Ouais, si tu payes tout d'un coup. Ouais, c'est clairement intéressant. Et donc ça, en fait, c'est une page qui vraiment sert à faciliter la comparaison par rapport à un serveur si on en a besoin un jour dans sa vie. D'accord. Et Parce que l'offre est vraiment pléthorique en fait. ouais, c'est chaud. C'est fou. Enfin, d'un côté, c'est vachement bien parce que du coup, tu prends vraiment le serveur que tu as besoin pour ton Non, utilisation. mais du coup, il faut connaître un peu. Enfin, moi, je vois. Ouais, enfin, je sais pas toi ce que tu ferais, mais ou tu prends tout le temps les mêmes, genre une espèce de machine un peu standard, un peu bâtarde qui fait un peu tout à peu près correctement. Non? Comment tu traites toi quand tu commandes des instances EC2, tu prends pas tout le temps les mêmes? Moi, je le fais, j'ai pas encore eu l'occasion de le pas, faire. tu passes par Heroku, ils se Ouais, débrouillent. voilà, c'est ça. Mais non, je pense qu'il vaut mieux. Après, ils ont plein d'outils qui permettent de choisir ce que tu as besoin. Mais je pense qu'il vaut mieux prendre. Ça dépend comment tu organises déjà ton infrastructure. Ouais, Si tu bien prends sûr. un seul serveur, bah, du coup, tu prends un truc un peu moyen partout. Et sinon, si c'est pour mettre une base de données dessus, tu prends un truc avec plein de mémoire.
et inversement si c'est pour foutre du PHP dessus. Ouais, moi je trouve que c'est pas mal quand même. Ouais, c'est bien pour avoir les prix, parce que sinon c'est vraiment compliqué. Et du coup, après, tu peux faire compare, juste pour filtrer par rapport. Ouais, mais elle est vachement c'est propre, c'est facile à traiter en plus, tu sais faire et tout. Bah, je pense il me semble que c'est un plugin JS qu'ils utilisent pour le tableau. Mais... Ouais, j'imagine. Voilà, pour ceux qui se posent la question un jour de combien ça coûte ces deux, et ben, c'est un des meilleurs moyens que j'ai trouvé. Pour avoir des réponses. Great. Allez, c'est parti. Oh, Cloudflare, salut. Ouais, c'est la suite du dossier de la semaine il y a 2 semaines. Il y a 3 semaines. En fait, ouais, c'est un article sur le blog de Cloudflare qui parle de voilà, une semaine d'attaque des DOS. Un peu classique chez eux. C'est ça. Donc les mecs, ils s'en prennent très clairement, ils en prennent plein la tronche en permanence. Et voilà, ils expliquent grosso modo qu'est-ce qu'ils font. Voilà, donc le jour typique chez Cloudflare, c'est une soixantaine, une cinquantaine d'attaques des doses différentes. C'est ça. Donc voilà, après, ils expliquent aussi que parfois c'est énorme et que même eux qui arrivent pourtant à être bons là-dessus, et ben, c'est pas facile pour eux tous les jours. Voilà, donc l'article il rentre pas dans le détail technique, mais ils expliquent vraiment ce qu'ils se prennent dans la tête dans le détail. Peu les volumes et les fréquences. Et c'est pas trop publicitaire, donc c'est pas mal de voir encore une fois ce que les gros font. Je trouvais ça intéressant. C'est clair. Alors, je rappelle, Cloudflare c'est 20 € par mois. Il faut avoir le coup pour se protéger de son truc parce que là, tu peux prendre n'importe quel. Enfin, tu vois, toi en tant qu'agence ou autre chose, une attaque comme ça, tu meurs direct, il n'y a pas de débat, tu n'as même pas le temps de réagir. Et d'ailleurs, ils font la remarque dans le. Enfin, ça après, c'est peut-être publicitaire beaucoup, mais ils font la remarque que parmi leurs attaques des doses, parfois c'est sur des sites qui sont complètement anodins en fait. Ah, ça, c'est pas forcément le site de la Fnac ou de l'entreprise, etc. Ça peut être des sites complètement anodins de particuliers qui se prennent des attaques des doses. Absolument. C'est clair. Allez, on continue. Et cette fois-ci, c'est moi qui vous parle d'une petite update qu'a fait GitHub sur son blog pour améliorer un petit peu la gestion de la revue de code. Du coup, moi, c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse un peu en ce moment parce qu'on travaille pas mal là-dessus chez moi. Et du coup, nous, on n'utilise pas GitHub du tout. Et du coup, c'était un sujet qui m'intéressait de voir comment GitHub proposait une nouvelle version de gestion de revue de code. Donc, du coup, c'est assez classique. On peut faire des commentaires après sur des bouts de code. Et après, commenter les commentaires, etc. Donc, c'est assez simple. Mais, et du coup, ça permet de bien suivre qui a revu quoi et comment est validé le code. Moi, j'avais trouvé ça intéressant de voir comment ils font. Alors, c'est très à destination des utilisateurs développeurs, du coup, c'est ça. Il n'y a pas de technique de comment ils ont implémenté le bazar, c'est pas ça le sujet du tout. C'est plus de voir comment eux intègrent la revue de code dans leur outil et du coup, comment éventuellement il serait bon de l'utiliser, de l'exploiter si on veut la mettre en place chez nous dans notre process de travail. On enchaîne avec les TurboLink. Allez, c'est parti. Alors ça, c'est un truc que je trouve génial personnellement et que toi, tu utilises assez régulièrement, il me semble. Oh punaise. Sans trop le savoir. Oh punaise, j'utilise des trucs sans le savoir, alors, ça commence à me faire peur. Pourquoi je vous rappelais, il y a quelques numéros et j'en parle assez régulièrement, il y a React qui a sorti une version native, voilà, React Native, cherchez le nom, pour iOS, enfin pour Android dans un premier temps et iOS. Donc je trouvais ça génial parce que ça permettait, en gardant une bonne partie de son code, si on a fait son site en React, de faire une application mobile avec. Yes. Et en native. Avec toute la... Alors c'est pas aussi bien que du pur natif, mais c'est quand même très très proche. C'est quand même pas mal. Et ce qui est pas mal, c'est que ça permet surtout d'avoir une application mobile pour pas trop de frais. Pas trop. Et ouais, en termes de frais et d'efforts, c'est l'intermédiaire entre de l'hybride et du full natif. Hein. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais non. Peut-être qu'en termes d'effort, oui, mais après en termes de rendu, on est beaucoup plus proche du natif. Ah oui, bien sûr, non, je parle en termes d'effort uniquement. Voilà. En termes d'effort, c'est entre les deux, effectivement. Si tu dois être con, si tu dois choisir en termes par rapport au coût, parce que tu es limité, tu dois exclure des solutions. Bon, le natif, c'est beaucoup trop cher, ce qui n'est pas forcément tout le temps vrai. Et du coup peut-être que choisir un React Native, c'est une bonne solution qui est un peu moins pourrie que du hybride. Et du coup, un truc qui sera encore plus simple pour proposer une application mobile à partir de son site, alors pour le coup, là, ça ne marche que avec Rails, ou en tout cas avec TurboLinks, c'est que ils ont développé
Alors, Ison, c'est les mecs de Turbolink, c'est notamment Basecamp. Ils ont développé alors eux, ils appellent ça un wrapper Turbolink Android qui va permettre de vraiment facilement créer une application web, enfin une application native avec ton HTML, ton CSS, etc. Et tout en laissant la possibilité de mixer avec du natif, en laissant la possibilité de faire des animations en natif pour typiquement le changement de page, etc. Donc pour ceux que ça intéresse, j'irai voir l'implémentation, c'est assez simple, mais voilà, ça demande quand même un petit peu de code, notamment dans Android, et sachant qu'il y a la version iOS qui existe aussi. L'avantage de ça, c'est que du coup, tu peux faire ton application web super facilement, et après, il faut quand même l'adapter D'accord. Faut adapter ton CSS simplement. Un petit peu, oui, forcément. Ouais, pour que ça ressemble à une application native. Et donc c'est toujours pareil, là ça ressemble plus à de l'hybride, mais en ayant de meilleures performances quand même. Alors attends, comment ça s'intègre avec Ruby? J'ai pas compris. Alors, en fait, ça te fait des WebViews. Tu codes ton truc en Rails. Ouais. Tu codes ton appli en Rails. Voilà. Et après, en rajoutant ce framework JS plus ou moins par-dessus, c'est ça l'histoire? En fait, Turbolink, généralement, sauf si tu l'as désactivé, mais bon, là c'est dommage, mais il est déjà dans Rails. Dans Rails. Et là, du coup, c'est un vrai. Une fois que tu as créé ton application web, tu vas peut-être déjà l'adapter pour que ça ressemble à une application native. Ouais. Et après, une fois que tu as fait ça, tu dis ok, c'est bon, maintenant j'en fais mon application mobile. Donc là, tu ouvres ton Android Studio par exemple, tu crées ton application. Tu as quelques bouts de code, notamment pour gérer la transition entre les pages. D'accord. Donc mais ça reste des WebViews, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais. Et ça reste des WebViews, mais comme le changement de page, tu passes par le wrapper Turbolinks, tu peux là faire des espèces d'animations que tu vois assez fréquemment sur les applications natives. Ouais, je vois bien. D'accord. Donc ça te permet vraiment d'avoir un look and feel qui est un peu plus proche du vrai natif. Ouais, d'accord. Et ça te permet aussi d'avoir seulement quelques parties qui sont complètement natives. Oui, ça y est, je comprends. Donc c'est encore une nouvelle solution pour avoir une application native à moindre frais. Et c'est vraiment c'est le genre de truc qui marche très bien pour certaines applications, et notamment l'application Android Basecamp. C'est pour ça elle est faite avec ça. Elle est faite avec ça. Ah, elle est malin. Donc, je sais pas si moi, toi, tu t'en sers et tu as remarqué une différence par rapport à d'autres applications? Alors non, mais c'est vrai que déjà il me semble dans la Basecamp 2 ils avaient déjà une version hybride de l'hybride, c'est-à-dire qu'ils avaient des WebViews emballés dans genre le menu était en natif mais tout le reste était en WebView. Ils avaient des trucs un peu comme ça déjà. Et là tu peux le faire, ça facilite vachement. Et là c'est certainement ça facilite le truc. Ouais. Et du coup pour Basecamp 3 non, moi j'ai rien, enfin, pour moi c'est aussi fluide qu'une application native, je vois pas la différence. Même si on voit bien que c'est quand même tellement proche de l'interface graphique du web que tu te dis qu'ils sont pas refait tout en net. Tu sens bien que c'est tellement la même chose, alors que d'habitude quand tu as une application mobile, tu dis tiens bon ok là ils s'appuient vraiment sur les codes graphiques de la plateforme, là pas du tout, donc tu te dis bon, et du coup ça me surprend pas que tu me dises ça, mais en tout cas en termes de fluidité, moi je trouve ça nickel. Impeccable. Après, ça marche bien pour les applications du style de Basecamp. Ouais, probablement. Ouais. Parce que t'as pas, voilà, c'est pas un jeu, c'est pas. Ah bah oui, c'est clair. Voilà. Et Donc puis c'est une application qui est très connectée, Basecamp. Je veux dire, si t'es déconnecté, si t'es offline, il se passe rien. Enfin, donc, du coup, ça dérange pas d'avoir besoin de t'interagir tout le temps avec un site web qui a été conçu spécifiquement avec les Turbolink Android 5. Voilà, c'est une nouvelle solution pour faire de l'application mobile à pas cher. Yes. Et qui est pas forcément ridicule. Non, elle est propre celle-là. Mais ça dépend, voilà, toujours pareil, de type de choses qu'on fait avec. Yes, absolument. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que du coup, on passe vraiment par le système Android. Donc on suit toutes les conventions de développement, carrément. etc. Et pour ceux qui seront intéressés, pour les développeurs Rails, j'ai mis un petit lien que vous verrez dans les notes d'émission. Donc, il y a le GitHub du Turbolinks Android, c'est comme ça que ça s'appelle. Vous trouverez le lien tout seul pour iOS, mais il est facile à trouver. C'est le même fonctionnement, c'est le même principe. Et j'ai rajouté un petit lien, un tutoriel qui explique comment ça marche en français en plus cette fois-ci. Hey, pas mal. Non, attends, je l'ai en français, je suis pas sûr. Moi, je l'ai pas ouvert. Regarde. Ah, tu l'as pas ouvert, d'accord. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Il me semble qu'il est en français, mais.
Ah, c'est Il y a celui-là. des fois, je dis, il y a des trucs qui sont en français, alors qu'en fait, ils sont en anglais. Ah, c'est celui-là. Non, il est en Ok, français. pardon. Et voilà, donc on voit que c'est vraiment simple, il n'y a rien de compliqué. Et, après, ça peut être intéressant d'aller voir plus loin ce qu'on peut intégrer pour ceux qui connaissent. Moi, je connais pas des masses de développement mobile. Voilà. D'accord. Mais alors c'est un peu compliqué, hein, si on fait quand même pas mal de code natif, Bien sûr. Hein. Ouais, c'est mais le problème. il y a tout ce qu'il faut pour faciliter les choses. Ok. Allez, c'est parti. Et tu nous parles de moteur 3D en JavaScript. Ouais, c'est un article en anglais cette fois-ci. Ah, ça Euh, nous manquait. Voilà, qui parle de la création d'un moteur 3D en JavaScript. Donc, Ah, oui, d'accord. c'est de un comment on article le qui fait. suit vraiment depuis zéro la création d'un moteur 3D. Donc c'est un moteur basique, hein. Il va pas faire des trucs incroyables, mais en fait voilà, ça permet de voir à quel point c'est compliqué, quoi. C'est ça. Il y a C'est des un peu maths de surtout fou ça. partout. Voilà, c'est ça. Donc c'est c'est très mathématique, c'est beaucoup de calculs. Bon, j'en ai pas Matriciel, des compris choses la comme ça. moitié, mais j'ai trouvé ça intéressant, ne serait-ce qu'à parcourir, et ça permet de se faire un peu de culture personnelle sur le sujet. Absolument. Mais sinon, c'est un vrai moteur 3D en JavaScript. Ouais, avec du coup les problématiques de projection en 2D, des Voilà. trucs 3D, etc. Et des caméras et tout ça. C'est intéressant, et en plus, l'auteur de l'article a rajouté des codes pen un peu partout à différentes étapes. Faut du coup pouvoir un petit peu. Donc c'est Oh là là, intéressant. punaise. Ouais, là pour le coup, tu as toute une liste de Là, il se codes passe JS rien, qui est c'est- impressionnante. Là aussi. Et là, c'est la foire. Ouais, Ok. il n'y en a pas tant Pas que ça, tant hein, que ça finalement, mais, ça pourrait être pire. Hein. voilà, mais il n'y en a pas tant que ça. Voilà, sachant mais que il y c'est a un moteur il y a très des très chiffres, très ouais, très c'est très des basique. c'est clair. Ouais, non, mais c'est un travail de fou. Un moteur 3D, non, non, ouais, faut utiliser des moteurs existants, surtout qu'après, faut que tu rajoutes de la physique et tout, sinon t'as pas ce qu'il te faut. Allez, De toute façon, oui, il faut utiliser. Je sais pas comment. le moteur 3D. Unity, par exemple. Ah oui, Unity, oui, c'était Ce quoi. genre de choses. Absolument, oui. Ah, De moi, toute je trouve ça façon, super bien. on en a parlé de plein. Plein de. Oui, il y en a eu plein de moteurs 3D. Ouais. Attends, comment il s'appelait? C'était pas Super Power, celui en HTML5 qu'on a vu Le la semaine dernier, dernière? c'est ça. Allez, on continue. Et bah c'est moi qui vous parle d'un petit truc cette fois-ci. Ça, c'est plus léger, hein, on se détend. C'est le Google Webmaster Blog qui nous annonce que cette fois-ci, ils vont, alors à partir de mai, si je dis pas de bêtises, ouais, ça va commencer en mai, qui vont commencer à à publier un update sur l'algorithme de recherche, notamment des recherches mobiles, pour mettre en avant et favoriser le classement des sites qui sont ce qu'ils appellent mobile friendly. Évidemment, ils ne nous laissent pas dans la panade. Un mobile friendly, donc amis chers développeurs, vous le savez maintenant, ça veut dire développement responsive au minimum, et du coup, et rapidité de chargement. Globalement, c'est les deux. Et du coup, ils vous ont quand même sorti, ils vous ont pas laissé dans la panade. Il y a un petit mobile test compatibilité pour voir si effectivement on est bon ou pas. Et comme nous, on est transparent sur ça, j'ai pas testé. Je sais pas du tout si le site de la DevGroom est compatible ou pas. On va tout de suite voir ça avec vous, parce que c'est quand même hyper intéressant. Donc quand même, du coup, allez voir vos clients et n'oubliez pas de leur dire que maintenant, s'ils veulent être favorisés dans le référencement, notamment des recherches mobiles, et que c'est un trafic qui cherche à capter, qu'ils aillent regarder dans le détail ce truc-là, mais parce que c'est important. Sachant qu'il y a quoi? Il y a quelques mois, ils avaient fait le même genre de démarche avec l'HTTPS. Ah oui. Et donc voilà, du coup, il y a des petites évols à faire quand même sur les sites web qui n'ont pas été mis à jour de ces deux évolutions pour le SEO. Mais c'est nouveau ça Alors, c'est nouveau qu'ils l'annoncent en fait. C'est nouveau qu'ils l'en parlent parce que ça a toujours été senti par les. Ah, mais on ne peut pas y arriver hein, finalement avec d'autres recherches de trucs. Oui, on est bloqué à 95. Ah non, si, ça monte pas. Mais non, en fait, il y a déjà eu un truc qui s'appelle le Mobile Guédon. Ah bah si, Parfait. nickel. Voilà, donc par contre, il n'y a pas d'image, mais bon bah voilà, non, bah très bien, on est content. C'est le vrai site là ou c'est l'image? Non, c'est une image là. C'est nul. À une erreur temporaire, quand même, c'est produit parce qu'ils n'ont pas réussi à charger deux ressources. Et c'est, voilà, 2 JS de Facebook. Bah, merci Facebook de nous aider à être compatible. J'ai vu moi cette semaine que ça y est, en France, on a plus de visites sur mobile que sur oui, desktop. Effectivement. Du coup, voilà, ça mais... croise un peu avec la news en question. D'ailleurs, je pense qu'ils le disent dans l'article que je vous pointe aujourd'hui, c'est qu'effectivement, voilà, le trafic en France est important en termes de mobile, et du coup,
Et maintenant, Google réagit là-dessus pour mettre encore plus en avant les sites qui sont mobile friendly. Vous avez un petit truc de test, vous avez un Webmaster Mobile Guide pour développer, pour respecter les guidelines que Google vous demande de suivre. Sincèrement, c'est pas compliqué, le test est plutôt bien foutu, hein. C'est aussi simple que les résultats que nous balance PageSpeed, hein, donc c'est pas grand chose. Faites-le, c'est quand même intéressant d'être au courant de ça. Sachant que tous les sites qu'on a fait récemment, ils passent. Normalement, ouais. Les critères, ils sont pas ouf. Hein. Non, c'est clair. Mais bon, c'est quand même cool d'avoir vérifié, d'être sûr quoi, qu'il n'y ait pas de blague. Allez, parle-nous, d'HTTPS justement. Et puis là, tu vois, c'est l'EFS, l'électronique. Absolument, ouais. Donc c'est un site sur le site de l'EFF, EFF.org. C'est un article plutôt. C'est un article, ouais. Donc ça parle de Let's Encrypt, donc on en a parlé plusieurs fois, il me semble. Ouais. C'est des certificats SSL gratuits. Ouais. Alors moi, je sais pas si tu as essayé d'en utiliser. Non. Alors moi, j'en ai eu besoin d'un justement. Je me suis dit tiens, je vais essayer. Et en fait, ça m'a tellement saoulé pour le faire que j'en ai acheté un. Parce que déjà, ça coûte pas cher. Un certificat. Et en fait, c'est chiant. Faut poser une espèce de démon faut poser un script sur ton serveur. Après, il faut le lancer pour générer des clés. Enfin, c'est chiant en fait pour laisser des trucs. T'en as acheté un, ça coûte pas cher finalement. Après, t'as plusieurs niveaux. T'as plusieurs niveaux, voilà. Moi, j'ai acheté le truc un peu pas cher. Voilà, enfin, l'entrée de gamme pour. Moi, j'ai quoi? J'ai le 3W sans 3W, tu vois. Enfin, c'est pas très cher. Et du coup, on a mis ça. Ça a coûté pas cher du tout. C'est quelques centaines d'euros par an. Je préférais faire ça finalement que de passer par les Let's Encrypt. Je me suis dit justement, allons-y, faisons-le. Et franchement, faut s'accrocher un petit peu pour en avoir besoin. Ouais, alors allons-y. C'est un peu compliqué, mais parce que c'est le vrai certificat SSL. Alors voilà. Parce qu'en fait, qui à terme sera vraiment un maximum. Quoi. Pour l'instant, il n'est pas encore à un niveau maximum, c'est-à-dire avec, je sais plus, mais en fait, c'est avec l'algorithme et la taille des chaînes d'inscription. Ouais, non, c'est surtout au niveau de l'autorité de confiance. De confiance, ouais. D'accord. Donc, mais à terme, ils l'auront, ça. Et du coup, là, c'est des certificats SSL qui coûtent plusieurs milliers de dollars par an. Oui, d'accord, c'est peut-être pas au niveau à terme, c'est ça qu'ils veulent faire. Mais là, l'article, c'est simplement que ils ont essayé, ils ont fait alors, c'était à 9h04 le 8 mars dernier. Ils ont émis le millionième certificat. Et ça, c'est très cool. Bah oui, et puis surtout, ça fait pas très longtemps. Quoi. Là, ça rend 3 mois et 5 jours. Sachant qu'il n'y a pas encore grand monde qui l'a mis en place. Mais en France, on a de la chance, on a pas mal d'hébergeurs qui l'ont déjà intégré. Il y a Gandhi, par exemple. Ouais, bah après, ouais, moi aussi, les certificats SSL, t'inquiète pas, je galère à chaque fois. Mais j'ai pas eu l'occasion de l'utiliser encore celui-là, mais je sais que j'ai galéré à chaque fois. Et ouais, donc ils sont déjà à 1 million. On a Gandhi en France qui le met en place. Il y a Infomaniac aussi qui l'a mis en place. Donc après, je sais pas du tout comment ça marche, mais apparemment c'était assez simple. Et il y a OVH qui va le faire dans pas très longtemps. Pas longtemps, ouais. D'accord, parce que du coup, effectivement, quand j'avais regardé, franchement, j'avais trouvé ça compliqué à mettre en place, quoi. Parce qu'en fait, c'est vraiment un outil pour les admin 6, quoi. C'est ça. Le truc, moi, c'est ce que j'en ai compris, c'est qu'en fait, tu dois laisser cette espèce de démon, parce qu'en fait, il va te changer le certificat. Il va faire progresser la qualité du certificat au fur et à mesure du temps. C'est ce que j'ai compris sur ça. Moi, j'ai essayé de faire. T'as le renouvellement, ils essaient de le renouveler, de faire un renouvellement automatique. Et voilà, tout ça, c'est un peu. Non, mais c'est compliqué. J'ai trouvé ça merdique. J'ai dit, ouais, c'est bon, ça suffit. Je vais pas m'arracher les feux. Puis je me suis dit, allez, vas-y, prends ton temps, machin, regarde le truc. T'as 1000 manières de le faire. Après, il te balance des scripts. Tu fais, non, mais attends, ça va. Moi, je suis sur un YouTube pourri parce que c'est juste mon site. C'est pas un virtuel. J'ai pas d'accès à SSH aussi facilement que je le voudrais. Donc, allez, laisse tomber. C'est trop. Du coup, moi, j'ai acheté un certificat chez Gandhi tout con et ça m'a bien convenu quand même. Bref, voilà une petite histoire. Hein, c'est toujours intéressant les petites histoires, les petites anecdotes autour de tout ça. Allez, on continue. Ceci dit, Let's Encrypt, c'est quand même une initiative qu'il faut soutenir. Allez, tu nous parles du JavaScript V8 Engine. Ouais, et plus précisément de WebAssembly. Oh my god.
Je sais pas si on a déjà parlé de WebAssembly. Alors c'est un mot qui me dit quelque chose que moi je le vois passer régulièrement dans mon Ouais. flux. Est-ce qu'on en a parlé chez nous? Alors, je vais le décrire très rapidement. C'est WebAssembly, un standard je crois qu'il n'est pas fini encore, mais il est en cours chez W3C. C'est c'est compliqué à expliquer. Mais grosso modo, voilà, c'est compiler JavaScript et le faire. C'est un le faire low-level exécuter portable bytecode. Voilà, c'est ça. Ça marche un peu comme Java, donc c'est-à-dire qu'on écrit du JavaScript et après, ça va être compilé pour que ce soit exécuté beaucoup plus rapidement par les machines JavaScript qu'on a dans nos navigateurs. Donc là, là, je vous ai mis l'article de V8 JavaScript Engine, qui est le moteur JavaScript de Chrome, ou de Chromium. Bah, les deux, j'imagine. Je crois que pour Chrome, ils ont fait leur produit à eux, je suis pas sûr. Je m'en rappelle plus. Mais voilà, j'ai mis aussi l'article de Mozilla pour le moteur JavaScript de Firefox. Je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Non, moi non plus. ASM.js alors. Ah. Et enfin, je crois. Non, ASM.js, j'ai pas l'impression que c'est ça. ASM.js, il me semble que c'est autre chose. C'est le subset JavaScript qui va montrer que c'est l'interpréteur, j'ai l'impression. Je suis pas sûr que ce soit le nom du moteur. Bon, pas très grave si on connaît pas le nom du moteur qui est dans Mozilla, on va s'en remettre. En tout cas, ça a l'air d'être très rapide. Bah c'est sûr que si c'est compilé ou si c'est au moins si c'est en bytecode, c'est sûr que ça va aller mieux. Exactement ça. Donc ça a l'air d'être beaucoup plus rapide, sachant que ils ont mis ça donc on va le voir arriver petit à petit. Il va falloir l'activer. Hein, pour l'instant, dans nos navigateurs, ce sera pas activé par défaut. Mais ce qui était intéressant, je trouve, c'est que il me semble qu'on en avait parlé et qu'on avait dit que ça arriverait pas tout de suite dans les navigateurs. Ouais. Mais en fait, ça arrive super vite, quoi. Et en fait, c'est quand même en train de pointer le bouton de 50. Et très clairement, je pense que alors attends, la fin V8, de si c'est publié, enfin, c'est expérimental support sur le blog du moteur de JavaScript de Chrome, c'est pas encore arrivé dans Chrome, quoi. Même en mode expérimental, on est encore un peu loin. Mais là pour l'instant, il faut l'activer, c'est déjà présent. Ah, c'est ça que tu penses. Alors, dans le Chrome, dans Chromium peut-être que dans même dans Chrome, alors peut-être qu'aujourd'hui c'est Chrome Canary. Ah oui, c'est dans Chrome Canary, donc là c'est 51 en fait. Canary, mais tu vois, Chrome Canary, oui, bah là 51, et à partir de Chrome 51, quand il sera plus en Canary, eh ben, tu pourras l'activer. Et pour l'instant c'est expérimental, mais apparemment ça marche déjà pas mal, quoi. Ok, ah oui, du coup, effectivement, si tu veux lancer la démo, et en fait, l'ASM.js, c'est le moteur, c'est fallback pour ceux qui l'ont pas, en fait. Ouais, voilà, c'est une sorte de, on pourrait appeler ça un peu difficile, quoi. Yes. Mais voilà, donc le test qu'ils ont mis comme exemple sur le moteur du JavaScript Engine V8, c'est la démo assez classique du moteur Unity en WebGL. Yes. Voilà, évidemment. Mais tu vois, ça marche déjà pas mal, quoi. Bon, bref, on va y passer la nuit. Vous irez voir la démo et vous irez comparer si vous avez Chrome Canary. Si vous avez Chrome Canary. Désactiver le flag et vous verrez ce que ça donne. Et, moi, j'ai fait le test rapidement et effectivement, ça a l'air d'être beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux sans, ça fait moins souffler ta machine. Bah, visiblement, ASM.js, c'est l'interpréteur en JavaScript de ce bytecode. Enfin, c'est ce que je comprends que tu vois, si t'as pas le truc, tu utilises ASM.js et du coup ça te l'interprète. Ça t'interprète ce format-là. Ok, bon bah c'est des bonnes nouvelles tout ça. WebAssembly qui arrive. Alors est-ce qu'on sait si ça va avoir des impacts sur comment? Est-ce que nous ça voudrait dire que il faudra qu'on compile notre JavaScript quand on publie le site web? Ou est-ce que c'est le moteur qui va le faire tout seul? Déjà, tu ne seras pas obligé. Peut-être le moteur qui va s'en occuper. Je sais pas. Là, je t'avoue, là c'est pas. À mon avis, tu vois, typiquement sur Rails, ce sera un truc qui sera intégré dans. Ouais, c'est clair. Dans les pipelines, non? Je sais même plus comment ça s'appelle. Tiens, j'ai un trou. Dans Sprocket, c'est-à-dire le truc qui compile aussi le CSS, qui le compile entre guillemets, hein, mais qui va prendre tout le fichier, le mettre dans un, le concaténer, et après, voilà. Ça pourrait être une étape supplémentaire si ça marchait comme ça, mais j'ai pas été voir assez vite. Je pensais vraiment pas que ça allait arriver aussitôt, donc j'avais pas spécialement regardé encore. Ça marche.
Mais bah écoute, c'est très cool. Franchement, on garde ça sous surveillance. Ça conclut la section veille et on enchaîne avec le dossier. Assez rigolé, c'est le dossier. Et dans le dossier, Teddy nous parle de WordPress et notamment d'InfiniWP. À toi. Et oui, alors, je vous parle précisément, je vais vous présenter les avantages de tout ce que peut faire InfiniWP, yes, en particulier, mais il y en a d'autres qui le font. Moi j'ai regardé un petit peu, et notamment au niveau tarif, il est très intéressant celui-là. Mais il y en a d'autres qui le font, et je suis pas sûr que ce soit le meilleur, mais en tout cas, il fait le job. il fait le boulot. Qu'est-ce que donc c'est tu t'en sers toi déjà? C'est installé, je l'ai pas encore mis partout. Ça va. Voilà. Bon. Mais t'en as mis combien des sites dessus? Je dois en avoir 3 ou 4 pour l'instant. Ouais, c'est déjà... Voilà. Ok. C'était valable, j'ai fait le test. Ouais, après, pour les mettre sur les 15 ou 50 autres, merci. Voilà, quoi. c'est ça. Allez. Donc là, c'est juste pour ceux qui font du WordPress, pour le coup. Mais on sait qu'ils sont nombreux. Voilà. Non, te cache pas derrière ton écran, toi. On sait que t'en fais. Et donc pour ceux qui en font pas, par contre, vous pouvez skip et aller à la toolbox. Enfin, sinon, ça va être assez rapide comme dossier. Je vais vraiment présenter les avantages et dire que ce serait bien qu'ils fassent autre chose que du WordPress. Ce serait bien qu'ils fassent tous les CMS. Tous les CMS. Et ce serait vraiment génial. C'est vrai. Bon, alors qu'est-ce que ça fait? À quoi ça sert? Raconte-moi. Alors, InfiniWP, c'est un truc qu'on télécharge. Je suis même pas sûr que ça fait en PHP d'ailleurs. Moi aussi, j'imagine que si. Mais c'est un admin, une sorte d'admin, en grosso modo, quand on se connecte. C'est une administration, on va avoir une liste de sites qu'on a fait, dans lequel on aura installé un plugin spécifique un plugin WordPress spécifique à InfiniWP. D'accord. Et qui va nous permettre de faire plein de choses suivant les add-ons qu'on aura installés ou choisi d'activer. Alors, le truc de base, c'est qu'il y a un outil de backup. Donc on va pouvoir faire un backup de la base de données et des fichiers, donc un backup complet. Bien. Et soit le laisser sur le serveur où est installé le WordPress, soit le télécharger, soit le renvoyer sur un Dropbox comme il faut. Ok. On peut configurer un peu ce qu'on veut dessus, c'est-à-dire on peut dire que la base de données, que les fichiers, est-ce qu'on veut le faire tous les mois, toutes les semaines, etc. Combien on en garde à la fin, etc. Enfin, on regarde en historique. En historique, oui, bien sûr. Donc, le truc assez simple. C'est bien ça déjà. Assez basique, on va dire. Mais qui te permet d'avoir ce truc-là, ce truc de backup qui est quand même important dans les WordPress, on le sait, vu qu'ils sont tout le temps piratés. C'est clair. Et là, ça permet de l'avoir vraiment centralisé. Et notamment, le jour où tu te dis, bah tiens, j'ai une mise à jour à faire. Je veux faire un backup, et ben tu peux y aller, tu fais clic, ça te fait le backup tout de suite. D'accord, ouais, tu cliques alors qu'on sait très bien que si t'as pas ce clic pour faire un backup, tu le fais tu vas le faire, mais bon, pas. Exactement. Il y a une petite tendance à pas le faire. C'est ça. Faut pas se tromper. Ceci dit, ça passe souvent bien. Tu vois, quand tu fais l'update, en fait, au final, ton site marche, tu vois, y a pas de... C'est comme toujours, jusqu'au jour où ça marche pas, quoi. On est d'accord. Et quand ça marche pas, mon gars... Et notamment, quand on a plein à faire, du coup, tu fais update sur tous les trucs, ça t'a pris la journée, quoi. C'est ça. Et sauf que le dernier, tu te rappelles plus t'avais développé un module spécifique, ou que t'avais modifié un fichier du corps WordPress, et du coup, t'as effacé. Bravo! Voilà. Ça t'apprendra à modifier les fichiers de ta punition. Ça va être passé par un plugin. Bon, bref, c'est au niveau des backups, c'est absolument génial. Et rien que pour ça, l'outil, il vaut le coup. Rien que pour ça, il vaut le coup. Ouais, je trouve. Voilà, d'accord. Tu as les options pour, donc comme je disais, pour prévoir, enfin, c'est pas prévoir, c'est planifier les backups. Et tu peux envoyer ces backups absolument où tu veux, sur Google Drive, Dropbox, comme tu veux. Deuxième truc qui est vachement bien, c'est que du coup, tu peux mettre à jour tous tes WordPress en un seul clic. Ah! Tous les WordPress que tu as installés, sachant que ça peut être sur n'importe quel serveur. Du moment que tu as installé les plugins, que tu as mis en place t'as copié-collé les clés d'API, c'est comme ça, je crois pas que c'est comme ça qu'ils appellent ça, mais c'est la même chose, quoi. Ouais, d'accord. Pour bien authentifier que ton InfiniWP, il a le droit de s'interfacer avec le WordPress que tu veux. Et après, du coup, tu peux mettre à jour, alors, WordPress et les plugins et les thèmes, tout en un clic. Donc, c'est intéressant, ça. Ça, c'est ultra, cela on sait qu'il y en a beaucoup, ces mises à jour. Donc, et que c'est très important de les faire. C'est très important de les faire. Et là, tu reparais, quand on en a plein, et ça te prend la journée de te connecter sur chacun des trucs et de faire la mise à jour. C'est clair.
Donc voilà, là c'est vraiment en un clic, je peux dire, voilà, je mets toutes les mises à jour. Ça c'est génial aussi. Un autre truc qui est génial, c'est que tu peux te connecter en admin sur chacun des sites où encore une fois où tu as installé le plugin. D'accord. Sans connaître le mot de passe ou quoi que ce soit. C'est juste, tu vas sur le site, tu dis me connecter en admin et puis tu arrives. Alors, en plus, tu peux même avoir carrément l'admin dans une iframe qui s'ouvre par-dessus ton interface de manager. Ah yes, comme ça, tu n'as même pas besoin de te prendre la tête. Typiquement, si tu as juste besoin d'aller faire une action sur plusieurs sites, et ben, tu te connectes comme ça et tu fais ton action et puis tu fermes la fenêtre et puis tu tout. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est ultra pratique aussi, encore une fois, quand on en a plein. Yes. Après, on a plusieurs autres trucs. Par exemple, on peut, qui moi m'intéressent un peu moins, mais qui peuvent être utiles dans plein de cas. On peut, par exemple, lui demander de jouer un script PHP. D'accord. Pourquoi ça peut être ça peut être des optimisations, des raisons de base, des choses comme ça. Voilà, tu sais, ça pourrait être t'as installé le même thème un peu partout, ton thème de base dans ton agence et t'as une modif à faire, je sais pas moi, tu vois, une nouvelle balise méta Open Graph Protocol là, et tu veux l'installer, ben voilà, tu peux le faire via un petit script, aller modifier un fichier et encore une fois le jouer sur tous tes sites en même temps ou juste ceux que tu as choisis, etc. C'est pas mal, ça. Ouais. Il y a plein d'add-ons sur InfiniWP. Je vais vous dire ceux qui sont intéressants. Alors attends, elle est où la liste? Attends, si je clique dessus, je vais arriver sur les 10 add-ons. Voilà. Ouais, normalement, ça va faire. Voilà. Dans les add-ons qui sont intéressants, il y en a vraiment un set. Ah oui, il y a un install clone WordPress. Tu peux. Ça fait vraiment ce que je crois que ça fait. Typiquement, tu vois, tu as un WordPress, quand tu es en agence, tu fais toujours à peu près la même chose, dans le sens où tu as toujours ton. Moi, je sais qu'on utilise beaucoup le plugin ACF, on utilise beaucoup Gravity Forms. Alors, ACF, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais en parler rapidement, c'est les Advanced Custom Fields, c'est ce qui va permettre pour un type de contenu, donc par exemple les articles, de dire je veux tel champ, un champ texte qui s'appellera, je sais pas moi, nom de sous-titre, un champ nom de l'auteur, Google Maps pour mettre une adresse, voilà. Ça permet de rajouter des champs comme ça super facilement. Et mais du coup, quand on est en agence, on a tendance à utiliser beaucoup les mêmes thèmes. Bah oui. Les mêmes thèmes de base, les thèmes de starter thème et les plugins, etc. Et donc là, ça va permettre de faire une install. Le prochain client qu'on a, on fait son install classique. Et là, on met ça de côté. Et du coup, on pourra cloner ce WordPress où on aura tout préparé. Et pour les prochains clients, du coup, ça va permettre d'avoir ton WordPress de base qui est déjà prêt, tout simplement. Donc ça, c'est ultra pratique. Ouais. Après, il y a un add-on aussi, mais ça, pour le coup, je l'ai pas testé, mais qui s'interface avec Item Security. Donc, il y a un plugin très connu dans l'univers WordPress qui sécurise un peu les thèmes. Voilà. Et là, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir lancer des commandes qu'on fait assez régulièrement directement depuis le manager. Absolument. Donc, encore une fois, sur tous les sites que tu veux et sans avoir besoin d'être connecté à l'admin, ou si tu as oublié le mot de passe, etc. C'est clair, c'est cool. Mais même si tu n'as pas oublié, c'est juste, ça t'évite d'aller te connecter sur chacun des trucs. Absolument. Voilà. Et alors, dans les autres add-ons, on avait d'autres qui étaient encore intéressants. Il y a pas mal de petits trucs qui sont sympas. Voilà, on va avoir un plugin qui va pouvoir aller vérifier les liens cassés, s'il y a des liens morts. On a vraiment plein de petits trucs en plus comme ça qui, enfin, moi, tu peux poser tes m'intéressent pas. Voilà, ils m'intéressent pas des masses, mais ça peut servir pour gérer. Tu vois, si tu gères la partie éditoriale du site de tes clients, ça peut être utile. Yes. Là, par exemple, on est sur la page du client reporting, je sais absolument pas ce que c'est. Si, j'ai l'impression que ça fait un rapport des actions qui ont été faites sur le site. Ouais. Comme ça, tu vois, grosso modo, voilà, on a pas mal d'outils qui permettent d'automatiser plein de choses dans la gestion qu'on fait habituellement quotidienne des WordPress. Donc, quand on commence à en avoir une trentaine, une quarantaine, c'est quand même ultra efficace. D'accord. Au niveau du tarif, puisqu'on est sur la page tarif, alors le manager plus toute la suite d'add-on, ça coûte $400. Pour un an. Ouais, pour un an, et après c'est $200 tous les ans. Sachant que ça fait quand même vraiment pas mal de choses, c'est que ne serait-ce que pour les backups, je trouve que ça vaut le coup.
Mais vraiment pour ça. Ouais, juste pour les backups, c'est bon. Ça facilite la vie, mais à un point, l'interface elle est plutôt sympa. Tout ce qui est mis à jour, c'est super bien géré. Et voilà, par exemple, on a un plugin qui va permettre de publier des posts ou des pages ou des liens. Bon, alors les links, ça, je pense qu'il n'y a pas vraiment qui s'en sert, mais les posts ou les pages, c'est plutôt pas mal. Encore une fois, tu peux publier un post sur toutes tes plateformes, ouais, toutes les WordPress. Il y a plein de choses que j'ai pas encore. T'as le Sucuri Malware Scanner qui est pas mal si jamais tu te fais attaquer, ça te permet de détecter. Je sais pas ce que c'est. Mais... Si, c'est un scanner, ça scanne ton backup. J'imagine bien, mais c'est dans le détail, tu vois, je sais pas. Ah, je sais pas ce que c'est. Il y a un truc qui va mal, je sais pas si c'est un add-on. Ouais. Le truc de FTP. Ah, d'accès FTP. Ah, si, il est là. Voilà, tu peux uploader, encore une fois, très facilement sur tous tes sites un fichier PHP. Alors, le fichier PHP, enfin, un fichier, en fait, tout simplement. Ouais. Et typiquement, ça peut être le plugin des cookies de l'Union Européenne, je sais pas quoi, qu'on a tous dû installer sur le site. Avec ça, tu fais super facilement. Tu dis pas de soucis. Ouais, c'est vraiment génial, quoi. Ouais, le Uptime Monitor, c'est ouais. ça. Après, il y a le Uptime Monitor, ouais, je sais pas exactement à quoi il ressemble, mais si, c'est un truc qui va ping et puis voilà, si ça marche pas. Donc t'as vraiment beaucoup de trucs. Je sais pas si on peut monter, s'ils ont mis des captures d'écran pour ceux qui sont en vidéo pour que vous voyez à quoi ça ressemble grosso modo. Si dans le feature, t'as voilà, c'est ça. Donc voilà, tu vois, t'as sur la gauche, t'as le menu avec tous tes WordPress et tu vois, tu peux backup now, tu peux ouvrir la mine. C'est toi qui contrôle là? Non, d'accord, c'est un GIF. Et voilà, tu peux ouvrir vraiment super facilement tout de suite aller dans l'admin et puis voilà, faire les mises à jour direct. Faut installer l'admin panel. Ouais. Et foutre le plugin sur le WordPress en question. C'est ça. Et après, t'as une. il faut échanger les clés pour s'assurer que. Je sais plus qui le génère, mais il y en a un des deux qui génère la clé qui copie de l'autre côté pour être sûr qu'il se cause, quoi. Et après, c'est tout. T'as plus besoin d'y aller dans ton WordPress. Pas mal. Hein. Oui, moi, je trouve ça vraiment génial. D'accord. Et donc, du coup, ils ont un machin VIP qui fait quoi? Ah oui, ça c'est juste un truc pour t'aider à l'installer. Bon, c'est un support. C'est un petit truc de support et t'as un truc enterprise. Parce que moi j'aurais bien aimé qu'ils le host ça pour moi. L'outil. J'ai pas regardé s'ils avaient une solution. L'outil central, j'aurais bien aimé. Après le problème de l'avoir hosté, c'est que du coup ils ont accès à tous tes WordPress quoi. Moi je sais, tu vois, mais à mon avis c'est pour ça qu'ils m'ont pas fait. Ouais, c'est de la moitié des applications de la Terre, quoi, accès à tes contacts Facebook. Bon, ouais. C'est bon, c'est le genre de truc, c'est bon. Ouais, bon. Mais je comprends, ouais, d'accord. C'est un peu sensible quand même, comme Non, mais clairement, mais du coup, Billing ouais, oui, ils mettent ça en avant, comme quoi, le fait que tu héberges toi-même, c'est du coup toi qui es en contrôle. Ouais. Mais ouais, non, c'est cool. C'est très cool. Ouais, franchement, 400 balles, ça vaut le coup, ouais. Ouais, moi, nous, on l'a acheté directement. Donc. Il y a une version gratuite, hein, mais c'est la version de base. Et c'est très bien pour tester, pour voir à quoi ça ressemble. Mais typiquement, pour les backups, par exemple, il n'y a pas la version il n'y a pas de planification. Ouais, c'est quand tu cliques que ça le fait. C'est un add-on et on peut acheter chaque add-on séparément. Et grosso modo, ça coûte 40-50$ à chaque fois. Ouais. Mais en fait, vu t'as 3, 4 ou 5 add-ons ou 6 add-ons qui, moi, me semblent assez indispensables. Il y a le schedule backup, il y a le cloud backup, il y a je sais plus. T'as le truc de sécurité, peut-être. Ouais, t'as le file uploader, le code snippet. Ouais, moi je mettrais bien l'Uptime Monitor aussi, c'est toujours intéressant. L'install de WordPress, ouais, ça c'est vachement bien. Ça, le Google Webmaster, c'est pas inintéressant. Le Broken Link Checker aussi. Ouais. Donc voilà, en fait, grosso modo, vu le nombre d'add-ons qui sont importants, du coup, en fait, on a assez vite fait d'acheter le login, l'authentification double facteur. Très très bien. Avec, tu vois, le Google PageSpeed, par exemple, c'est cool ça, de pouvoir suivre un peu la performance de vitesse de truc de ton machin. Non, c'est très bien. C'est très bien. Voilà, bon, donc on va bookmarker ça et puis on va s'occuper de ça cet après-midi. Voilà, donc je le recommande, InfiniWP. Si vous avez des retours d'expérience sur les autres systèmes dans ce genre-là qui existent, je sais qu'il y en a d'autres. Il y en avait un notamment qui avait VP Manager. Non. Peut-être, ouais, je sais plus, mais il y en avait un qui avait vraiment très très bien, qui avait avec la mine qui était super jolie et tout, mais coûtait super cher. Ah, peut-être qu'après ça va cher. Ouais. Donc là, $400, c'est pas mal déjà, donc je crois que ça coûte beaucoup plus que ça. Non, c'est clair.
Mais voilà, donc moi je le conseille à tous ceux qui travaillent notamment en agence et qui ont une pelletée de sites WordPress. Ils ont un petit abonnement vite fait pour que tu t'en occupes un petit coup, et puis, après c'est facile. C'est clair. Après, ce qui serait génial, c'est qu'ils fassent alors le même qui peut-être que qui le client aussi, report ils le planifient, et genre tous les mois il dit on a fait backup, on a fait j'ai pas peut-être regardé ça va jusque là. Ah oui, regarde, weekly, monthly basis et tout. Ouais, bah tu peux envoyer un rapport mensuel automatiquement à ton client sur ce qui s'est passé, etc. Vous voyez le business model de voleur ou pas là? Bah, c'est pas mal pour ça. Non, mais ceci dit, c'est du service, hein. Je veux dire, faut le faire. Ah bah oui, il faut l'installer, il faut. De toute façon, c'est du temps. Mais ouais, c'est un bon plan, Et puis c'est pas vrai que c'est tout en automatique, faut surveiller de toute façon. Donc, ah oui, de toute façon, faut surveiller. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est effectivement le time monitor. En fait, je trouve ça tout intéressant. Enfin, je vais me faire la donne soupe, ça va vite régler. Ah, mais de toute façon, tu vas voir, tu vas dire. Tu vas regarder, $400, c'est beaucoup, je vais plutôt acheter que ceux que j'ai besoin. Tu fais. Bon, bah, finalement, $400, c'est pas cher. C'est clair. C'est vraiment ça, c'est. Ouais, tu vois, ils disent, si tu achètes tout séparément, c'est $930. C'est clair. Ouais, ça commence à faire. Même à $1000, c'est intéressant quand même. À partir du moment où on fait beaucoup de WordPress dans son agence. Bah ouais, ça vaut le coup. On sort quoi, 50 par an, tranquille. Le WordPress. Ouais, par an, tu vois, après il y en a qui meurent, mais il y en a qui, ça va vite, hein. Il y en a qui te quittent, mais globalement, par année, ouais, tu peux bien faire. Ouais, je pense. Peut-être pas. Je sais pas. J'ai jamais compté le nombre de sites que j'ai fait avec la studio. Ça. Une cinquantaine, ça me paraît pas. Ouais, je pense que ça va vite, hein. Ça me paraît pas incroyable. Bon, ok, bah écoute, un bon tips. Bon, par contre, il faudra leur dire que niveau blog, c'est les mecs ils font que des RP là-dedans. Hein. C'est-à-dire, bonjour, on a fait la V2.7, la V2.6, la V. Ah, on a mis une réduc. Enfin, tu vois, il n'y a pas trop d'infos. C'est un peu light en termes de blogging. Ils pourraient faire un peu plus de qualité là-dessus. Mais sinon. Bah, pour le coup, c'est un vrai truc de développeur, ça. Donc, le blog c'est des geeks, les mecs. Non, c'est très cool. Voilà. Donc, s'il y en a qui connaissent d'autres systèmes dans le même genre, n'hésitez pas à nous faire des retours dessus. Moi, j'en ai pas testé des masses, hein, mais je suis tombé vite fait sur celui-là et je trouvais ça super bien. Ouais. Du coup, c'est une boîte, manifestement, c'est développé par les Indiens. Et c'est une boîte très bien. Très, très, très bien. Eh ben, merci Teddy pour cette recommandation et ce dossier sur comment bien gérer nos WordPress. J'espère que ça va faciliter la vie de plein de gens. Mais écoute, moi, je pense que ça va nous faciliter la vie, c'est clair. Et puis augmenter le service qu'on peut fournir à nos clients sans que ça nous arrache les yeux de la tête et que ça leur coûte aussi les yeux de la tête. Allez, on enchaîne avec la toolbox. Et maintenant, ouvrons la toolbox. Et dans la toolbox, Teddy nous parle de MJML. Si vous savez ce que c'est, n'écoutez pas, moi je sais pas. MJML, je m'en rappelle plus ce que ça veut dire. MJ bon, ML c'est pour Markup Language, donc c'est un nouveau. Markup Language, ça a raison. Mais MJ, on sait pas. Hein. Mail responsive. Allez, d'accord. Bref, c'est un framework qui permet de faire du email responsive facilement. C'est développé par les Français. C'est, j'avais commencé à regarder comment ça marchait un peu dans le détail. J'ai pas compris grand chose. Donc, comme ça a pris plus de 5 minutes, j'ai abandonné. Mais je sais que c'est basé sur du React, du Node.js, etc. Mais c'est un framework. Alors, quand je dis framework, c'est pas un genre de framework CSS où on met des classes. Non, c'est vraiment un framework. C'est vraiment même un langage de balise, quoi. Voilà, ceux qui sont en vidéo, ils le voient. Ça commence par mj-body, mj-section. Après, on a les colonnes, texte, etc. Et qui reste assez simple, il n'y a pas de souci. Franchement, ça se lit bien. Ouais. Ça ressemble à, tu sais, le HTML5 sémantique qu'on avait voulu. Ça ressemble pas mal à ça, tu vois, parce que voilà, c'est des colonnes, des images, du texte, bon, tout va bien, quoi, on n'est pas paumé. Donc ça ressemble à ça, et ça permet de faire du mail responsive. On sait que c'est une galère pas possible. Ça, c'est fort, ça. De faire de l'emailing. Et là, ça te permet vraiment de générer tous les text inline, tous les trucs casse-pieds pour les Outlook qui datent d'avant-guerre. Et je trouvais ça assez pas mal. Je l'ai pas mal testé. J'ai pas vu je pense pas que je l'ai testé suffisamment pour voir les limites. Mais en tout cas, je l'ai utilisé pour intégrer des mails qu'on a envoyés récemment dans ma boîte. Yes. Et j'ai pas eu de problème. Ça a marché nickel.
D'accord. On a ceux qui sont en vidéo, ils le voient, on a une page Try It Live. C'est une sorte de code pen à la sauce MJML. Exactement, pour intégrer du MJML. Et on peut tester directement dans le navigateur. On voit le HTML que ça génère. Heureusement. T'es content de pas générer ça toi-même. Ah mon dieu, punaise. Oh là 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 là. Et ça permet vraiment de... Tu viens de sauver la vie à nos amis intégrateurs là. Ouais. Si c'est aussi beau que... Donc toi, t'as shooté combien de mails avec ça, tu dis? Alors moi, j'en ai pas fait des vrais, hein, tu vois, j'ai fait que des tests. Ah d'accord. C'est pas moi qui intègre les emails, généralement on le fait même pas en interne. Mais là, pour le coup, ça pourrait permettre de le réintégrer en interne, si on peut vraiment faire des trucs sympas avec. Alors du coup, comment ça marche en vrai? T'installes un préprocesseur et tu fais ton fichier en MJML. C'est ça, et après t'as une commande à lancer, t'en as même une version qui permet à chaque fois que tu sauvegardes de réinterpréter, de régénérer le fichier HTML à partir de ton template que tu as fait en MJML. Et donc c'est assez simple à utiliser, y a pas de souci. D'accord. Et ça permet de le tester assez facilement. Il y a vraiment rien de compliqué, hein. Même moi j'ai réussi. Ah oui d'accord, MJML c'est un binaire. C'est un binaire de Mac ou Linux là. C'est un Node.js en fait. C'est basé sur Node.js et React. Ah oui d'accord, tu peux faire les deux. Ouais. D'accord. C'est pas compliqué à utiliser, ça un intégrateur un peu lambda, il saura s'en servir sans problème. Pas de souci. Et ça, je pense que ça vaut le coup. Ça permet de faire quoi? Vas-y, je t'écoute. Hein. Ça vaut le coup, ça facilite vraiment. Si tu veux voir des exemples de ce qui est... command line à la con à lancer quoi. Ouais. Tu lances ton truc et c'est parti. Et alors du coup, ce que je regardais, c'était quels étaient les composants auxquels on avait accès. Là, on a vu le... Donc, il y a un body, une section, une colonne, un texte, image, liste, bouton. Ah, social, tu peux foutre des icônes directement. C'est bien ça. Divider. C'est quoi Divider? C'est la barre horizontale. Les tableaux. Les invoices. Oh mon dieu. Ah, d'accord. Ah oui, je m'en étais pas servi. Je sais pas ce que ça fait. Une espèce de tableau tout fait, des locations. Et des rows, si tu veux foutre du HTML, comme une grosse brute, par exemple pour mettre tes pixels de tracking. Alors bon, ça va pas y aller comme ça. Oui, je sais pas ce qu'ils veulent. Je sais pas à quoi ça pourrait leur servir, mais moi ça peut servir si t'as des trucs que typiquement t'arrives pas à faire avec les autres composants. Bah, tu peux le faire à la main seule. D'accord, ça te permet juste. Le but c'est de se servir au maximum de ce truc-là. T'as notamment un truc pour les images en background qui sont nécessaires parfois. D'accord. Et si tu veux, t'as des templates aussi pour voir ce que ça permet de voir si tu reviens sur la page d'avant. Des templates. C'est ça? Non. Du coup. Ah oui, d'accord. Non, encore un coup. Templates. Ah oui, t'as des modèles un peu tout faits. Et on voit, voilà, tu vois, ça te permet de faire vraiment des emails tout à fait. Tu vois, typiquement, ce genre de truc là. Ça c'est une catastrophe. Ça, si tu le fais tout seul, c'est la mort. Mais avec ça passe nickel. Une image dans le background, c'est. T'as tout le temps des problèmes en fait. Voilà, t'as le texte qui passe par-dessus, c'est nickel. Donc il y a rien d'extraordinaire, hein, c'est juste que derrière chaque composant, une fois qu'il est interprété par l'espèce de compilateur MJML, il t'insère tout le HTML qui est entre guillemets réputé fonctionner un peu partout. D'accord. Une compilation de bonnes pratiques plus qu'un truc magique, hein, mais ouais, ça a l'air de vraiment marcher nickel. J'aimerais bien s'il y a des gens qui s'en servent dans les dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, qui nous disent si c'est vraiment. Ah oui, tu veux vraiment foutre une image en background, tu fais background URL 2 points, tu fous ton image et terminé quoi. Ah c'est bon. Je me demandais, tu vois, parce que tu vois là quand tu vois le code, tu dis oula bon, ça commence à piquer un peu, mais c'est vrai que vu que tout est en inline, forcément ça pique un peu. Ouais, après c'est assez nouveau. Hein. Donc ça va probablement être amélioré, tu vois, il pourrait peut-être faire un fichier CSS séparé pour qu'on commence à vraiment avoir le truc pas commencer à être top. Et là, tu vois, le MJML, il est énorme, si je clique sur HTML, c'est incroyable. Alors attends, on a 204 lignes d'HTML pour... Non mais tu vois ça, pour 150 lignes de MJML.
Ah bah, je trouve qu'on n'a pas gagné beaucoup. Bon, on a c'est gagné pas tellement pas le volume qui joue. Hein. Non, c'est pas tellement le volume, c'est le fait que ça marchera en responsive. Ça marche bien, ouais. Ça marche en responsive. Et puis, du coup, je passe moins de temps à corriger des Outlook ou des trucs comme ça. C'est clair. Et du coup, non, c'est intéressant. Et là, c'est un mailing qui commence à être assez compliqué. Ouais, il y a pas mal de trucs dedans. Il est gros. Ouais, il y a des contenus. Je me posais la question, tu m'excuseras si je me la pose, mais quel âge ça a, ces trucs? Ah, c'est tout nouveau. C'est tout frais. On va voir sur GitHub, j'imagine que c'est là-dessus que il y a l'historique. Évidemment. Il n'y a que 12 releases là pour l'instant. Ouais, 203 commits, le premier il date de... Ouais, on va pas y arriver à aller avoir la date du dernier bazar. Non, les releases que tu avais, ça va. Les dernières releases, MGML, les releases. D'accord, la première release date de 8 février. Non, attends. Non, 29 janvier. 29 janvier. Ah ouais, c'est frais de chez frais. Ah ouais, c'est frais. Donc ça va encore s'améliorer. Mais donc à garder sur le radar. Mais c'est prometteur. Je testé dès aujourd'hui. Ouais. Et sur rien ne t'empêche après derrière de foutre un MJRAW et puis de mettre le truc qui n'était pas encore prévu. Absolument, ouais, absolument. Non, mais c'est vrai que tu vois, ne serait-ce que pour faire des mails un peu classiques. Bon, ok, c'est cool. Ouais. Très bien. Ouais, ça m'a bien plu aussi. J'ai trouvé ça vraiment pas mal. Allez, on continue et tu nous parles d'Outline Mail. Alors le deuxième, c'est la deuxième délire, ça. C'est un peu dans le même genre, c'est pour faire des emails responsive. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine avec les emails? T'es dit, tu veux nous en parler? Comment ça se passe? Non, je refuse d'en reparler. Ok. Mais c'est un peu dans le même genre que l'autre. C'est plus comment dire? C'est plus classique. C'est plus clic, non? C'est plus classique dans le sens où c'est un framework très classique, quoi. Et le même que on en avait pendant un moment je sais plus si on a encore dans Bootstrap des emails. Ah oui, il me semble bien qu'il y a de mémoire, il y a déjà un HTML5 mail boilerplate, tu vois, un espèce de truc, un modèle de base, et ça m'étonnerait pas qu'il y ait est-ce qu'il y a un framework Bootstrap pour les emails? Alors je suis pas sûr, mais il y avait avant. Il me semble qu'il y a moi ça me dit plus s'il y a encore. Mais voilà, là c'est Bootstrap pour les mails qui vont faire ça. Allez hop, on passe, on s'en fout. Ouais. Pression. Oh, là, je sais ce que c'est. Vous avez vu passer. Très bien. C'est un Pressure.js. C'est un JavaScript qui permet d'accéder aux éléments du Force Touch. Voilà. Alors le Force Touch, c'est les nouveaux trackpads qu'il y a sur les MacBooks et les iPhones. Les iPhones. Alors il le met là. iPhone, MacBook et Magic. Donc c'est les deux. Et c'est ce qui va permettre en fait d'avoir un niveau de pression sur l'écran, le trackpad. Plus t'appuies fort, plus ça fait des effets particuliers. Voilà. Et donc il y a des événements qui existent pour ça dans Safari. Absolument. Je l'ai géré que dans Safari. Bon, les autres tu pourrais le gérer aussi, mais vu qu'il n'y a pas le matériel qui va avec. Enfin voilà, c'est que dans Safari, il y a des événements, et là c'est une librairie qui va permettre de les gérer. De les choper. C'est le même genre de librairie que ceux qui permettent de gérer les swipes. Exactement. Ouais, donc ça peut. C'est un peu vu que c'est un truc à la mode, il y a un client qui pourrait vous le demander, donc voilà, vous pouvez mettre ça. J'en ai entendu parler dans la Et du coup, c'est facile. Je me demandais si c'était un plugin jQuery ou si c'était un truc. Non, je crois que c'est. C'est du JS à la vanille. Ouais. Il me semble, je peux pas aller plus que ça, hein, c'est juste, je me suis dit. Non, il y a un wrapper jQuery, mais il n'y a pas de. Ok. Non, c'est JavaScript à la vanille, mais c'est compatible. Compatible jQuery, tu vas t'en servir. Ok, nickel. Allez, tu nous parles de Quiet.js. Quiet.js, c'est un truc. Alors, ça aurait pu être dans la zone 404. Mais c'est là, ça me plaît quand il me parle de choses qui sont un peu bizarres. Il me semble qu'on en avait parlé ici, c'était une espèce de hacker qui avait réussi à transmettre des données entre deux ordi avec des sons, des ultrasons. On avait peut-être parlé entre nous après. Ouais. Et donc ça peut être sympa. Là, même ça pourrait faire un jeu, tu vois, entre deux ordinateurs, tu sais, dans une bibliothèque, et tu pourrais jouer
Enfin, je trouve qu'il pourrait il y a avoir quelque des chose trucs sympas à à faire. hacker. Et là, c'est une librairie JS qui s'appelle quiet.js et qui va permettre de faire ça tout simplement. Ah d'accord, qui te permet du coup d'émettre et de recevoir des sauts sur des trucs qui sont autour des ultras. Ah c'est génial. Donc c'est supporté par Chrome, Chrome Android 1. Ah, ils auraient dû mettre des couleurs, c'est chiant leur truc. C'est pas mal supporté. Non, pas terrible en fait. Et Safari c'est un peu mort, ça peut émettre mais pas recevoir. Okay. Ouais, c'est parce que ça va arriver. Ils ont un live exemple. Ouais, mais faut on va rien entendre. Attention, on peut faire scène d'audible. Voilà. Et mine de rien, on peut être. Alors, je suis pas sûr d'avoir bien compris, mais on peut avec un câble, tu sais, un câble audio jack là, que tu branches en entrée et en sortie, enfin des deux côtés sur le MacBook, pas sur ton ordi quoi. Et apparemment, tu peux atteindre une vitesse de 40 kbps par seconde. Ah oui, quand même. Il y a un peu de délai que tu peux faire des petites choses. D'accord, c'est rigolo. Honnêtement, c'est super cool. Pourquoi? Enfin, j'en ai pas trouvé, mais je suis sûr qu'il y a des applications possibles. Quoi. De pouvoir transférer comme ça, sans Wi-Fi et sans faire de bruit, ça peut être... C'est une démo technique un peu marrante à faire avec ça. Non, c'est très cool. Tu pourrais faire un jeu genre, faut que t'empêches le texte de passer un secret de passer d'un ordi à l'autre. Sachant que comme ça se transmis par le son, il faut que tu fasses du bruit pour empêcher la transmission. Comme ça, tu vois. Ça va être nickel ça dans les bibliothèques des facs, ça va être impeccable. Bon ok, allez. Ouais, ça pourrait être, je sais pas, je trouvais que ça pouvait être sympa. En tout cas, c'est sur GitHub, tout le code est disponible, donc on peut aller voir comment ça marche. C'est très marrant, ouais j'aime beaucoup. Allez on enchaîne et tu conclus la toolbox avec JQ GIF. Très bien. Alors le nom il est pourri. On est d'accord. C'est un plugin jQuery là pour le coup complètement. Et en fait ça va permettre de faire alors ils appellent ça les GIF preview like Facebook. En fait c'est un truc qu'on voit de plus en plus. Vous savez c'est les GIFs qui se lancent, on va dire les GIFs qui se lancent. Les GIFs c'est les images animées, hein, les GIFs, les GIF qui se lancent seulement quand on clique dessus au lieu d'être en lecture continue. Donc c'est un truc qu'on voit de plus en plus sur les sites, notamment sur Facebook. Apparemment, moi je sais pas, je vais pas des masses sur Facebook, donc je ne peux pas l'avoir vu. Mais je me suis dit, bon, je suis tombé dessus sur la librairie, en soi elle a rien d'extraordinaire. Mais c'est juste, si un jour vous avez un client qui vous dit, ah, est-ce qu'on peut faire le GIF animé comme sur Facebook qui se lance quand on clique dessus? Bah voilà, vous lui ferez plaisir, vous mettrez le plugin et puis c'est tout. Quoi. Et puis ce sera. Il sert juste à ça, parce que sinon ça sert à rien. C'est ouais, ça peut être, je trouve que il a très très bien sa place dans la toolbox. Dans la toolbox, c'est clair. C'est vraiment le genre de boîte à outils. Je dis putain, si je dois le coder moi-même, ça va m'énerver. Oui, c'est pour faire une connerie, juste parce que le client il a vu sur Facebook, il veut faire comme Facebook. On va lui mettre ça, lui fera plaisir. Ça nous prend rien comme temps, et puis voilà. C'est clair. Bon bah c'est très cool. Eh ben merci, ça conclura la toolbox et on enchaîne avec la zone 404. En avant dans la zone 404. Et dans la zone 404, Teddy nous parle de HTML 909. Ouais, alors apparemment il y en a qui commencent à s'en plaindre, mais c'est encore je sais jamais c'est quoi, un séquenceur en fait, ça permet de générer des sons. Ouais. Et celui-là il est intéressant, mine de rien il est super joli, il est ultra complet, on peut vraiment modifier ses sons un peu comme on veut. Là c'est un vrai séquenceur pour le coup, hein. C'est ce qui va permettre de faire des rythmes des lignes de basse, etc., avec de la batterie. On peut modifier, on peut pas mal triturer le son, il est vraiment ultra complet. Et ce qui est sympa, en fait, c'est qu'il reprend les fonctionnalités d'une vraie boîte à rythme. Voilà, c'est ça que je cherchais, une boîte à rythme. Une vraie boîte à rythme assez connue de chez Roland. Enfin, plus c'est connu, mais c'est un genre de... Je sais plus, c'est pas la 909 d'ailleurs, parce que celui-là, il s'appelle la HTML 909. Là, on n'a pas de son, je sais pas pourquoi. Je sais pas non plus, je suis très embêté. Vraiment, ça me met mal à l'aise. Bon, c'est pas très bien, de toute façon, attends, je vais appuyer sur l'écran. Ouais. Faut que t'en cliques un déjà. Voilà. Comme ça, t'avais pas ça. Le mec ne sait pas se servir d'une boîte à rythme. Mais voilà, c'est sympa, c'est bien réalisé. Il y a le code qui est disponible sur GitHub, donc on peut aller voir comment ça marche. Et on va faire toute l'émission comme ça va être nickel. Ok. Ah, il m'a impressionné, hein, comme tous les autres, c'est parce qu'il est
complet à 100%. Il reprend complètement les fonctionnalités de la vraie boîte à rythme physique. Très cool. Allez, parle-nous un petit peu de Web Speech Audio. Alors celui-là, je t'avouerai que je me rappelle plus exactement ce qu'il fait. Say a color. Pink. Non. Je peux te dire. Je vais activer mon micro. Pink. Bon, écoute rien, c'est pas aussi. You don't need. Ok. Je me rappelle plus ce qu'il fait celui-là pour le coup. Oui, normalement, il est pas en train de. Il détecte pas. Red. Bah, j'essaie de. Oh. Bon, désolé pour ceux qui qui nous écoutent là, mais on est en train de découvrir. Alors autorise le micro. Ah. Et voilà. Pink. Corrigan Pink. Easy. Ok. Pink. Violet. Violet. Hey, voilà, ça y est. Alors c'est une démo de Web Speech. De Web Speech dont on a les API de plus en plus dans les navigateurs maintenant. Yeah. Et en fait voilà, c'est le but de ce petit outil, c'est de dire des noms de couleurs et du coup il affiche il change le fond de la couleur de fond de la page. Doja Blue. Ah merde, je voulais essayer celle-là. Ouais. Doja Blue. Allez. Magenta. Peut-être faire fort. Dodger Blue. Alors, voilà, bon. Ah, ça marchait mieux. Un accent de merde. Je crois que c'est bizarre qu'il marche pas. Ça marche une fois. Qui marche aussi mal que ça. Pink. Un bon accent, bon, tant pis. Bah voilà. Mais, en fait, je sais pas du tout ce que je vais faire de cette séquence vidéo. Bon, faut la laisser, ça va être très bien. Ouais, très bien, c'est clair. Mais voilà, pour ceux qui veulent voir, il y a le lien dans les notes de mission et c'est un code pen, donc on a tout le code qui est là directement si vous voulez voir comment fonctionne l'API Web Speech. Yes. Et mais on voit que j'ai encore des progrès à faire. C'est clair. Au moins en prononciation de mon côté. Allez, on enchaîne et tu nous parles de Beat the Clock. C'est un petit jeu Beat the Clock. On doit résoudre des problèmes JavaScript. Donc il y a rien de compliqué, sauf que on a à chaque fois, je crois que c'est 15 secondes pour les résoudre, et à chaque fois qu'on résout on démarre avec un solde de 15 secondes pour répondre aux questions, et à chaque fois qu'on répond bon, ça rajoute que 5 secondes, donc il y a un peu de stress. J'ai absolument pas compris la question. Alors ouais, tu choisis Start, et tu vois, en premier, il faut que tu dises, quel est le résultat de ça fait combien ça? Ah, j'imagine que ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Hop, et voilà, t'as gagné 5 secondes et après tu réponds ça. Alors, est-ce que nul est égal à undefined? Ah, je dirais oui. Je suis un fou. Neo, le 2, c'est Trinity pour moi. AEC.split de 0, c'est A. Object.key, ouais, on joue, on s'en fout. C'est terminé. Object.keys de 1, c'est bar. 1.test 1, 2. Ah, 1, 2, 3, c'est false. Math.round, oh my god. Alors, 0, 7, ça fait 1. Youhou. Allez, 1, 2, 3, point reverse. Point join. Point slice de 0, 3. Je sais pas ce que ça fait. Allez, barre au pif. Voilà. Les questions, elles sont pas ultra compliquées, mais ce qui est intéressant, c'est le petit, timer. 15 secondes. On est sous pression. Ouais. C'est très cool. Allez, dites-nous jusqu'à combien vous avez été. Ce qui est marrant, c'est que j'ai fait la même chose que toi. Ouais, voilà. Ouais, on est aussi bon l'un que l'autre. Ou mauvais, au choix. Ouais, je dirais plutôt mauvais, parce qu'elles sont pas compliquées, les questions. Mais... voilà, c'est un petit jeu sympa. C'est mignon. Honnêtement, c'est mignon. Avant de partir au bar pour savoir qui c'est qui paye la première tournée. Moi, je trouve ça impeccable comme truc. Allez, tu vas nous conclure avec Trusted Technology. Oh my god. Les stéréotypes des programmeurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est moi. C'est un truc qui est un peu marrant. C'est un mec qui a pris pas mal de repos GitHub. Ouais. Je sais plus quels critères il a sélectionné, mais grosso modo, il a pris après tous les gens qui ont contribué, et tous les utilisateurs, et notamment ceux qui ont une photo d'eux en avatar. Très bien. Et il a utilisé le truc de Google, de Microsoft, qui permet de donner l'âge. Une espèce de Face API, quoi, on va dire. D'ailleurs, c'est le terme qui... C'est ça, ça s'appelle Face API. D'accord.
Et du coup, donc on voit que la plupart des trucs qu'il a détectés, c'est notamment dans les repos en langage Ruby. En langage Il y en a R. 71, mais voilà, grosso modo, il a quand même une bonne 400-500 de face. Ouais, de face. Et il a fait une compilation de choses. Donc on voit par exemple que dans les stéréotypes des développeurs, c'est comme ça, c'est comme ça que s'appelle l'article. Ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de la plus grosse proportion qu'on peut trouver de femmes dans les repositories GitHub, c'est en Perl, après c'est en PHP, en HTML, en R. Ça c'est marrant. Ouais. Après l'âge moyen, non, c'est ça? Ouais, c'est ça. L'âge médian. L'âge médian, ouais. Exactement, ça c'est cool. Ouais, en C++, c'est les plus vieux et en Java, c'est les plus jeunes. C'est un peu. Non, mais c'est pour Android, avec Java. Ah, ouais, peut-être. Ça rafraîchit le langage, un truc de ouf, ça. Oui, ça en plus. Ceux qui ceux qui sourient le plus, ceux qui ont le plus de barbe. Ouais, donc on voit que les mecs tu vois, typiquement, les mecs en Suisse, c'est tous des hipsters. C'est un peu ça que ça veut dire, quoi. Ah, mon dieu. Bah, après, il y a la moustache aussi. Alors, c'est lequel qui en a le plus de la moustache? Attends, comment il marche le graphe, là? Ah, plus t'as de moustache. Je peux By language. Non, mais si c'est. 25%. Ah, c'est proportion de moustache. Non? Tu vois que c'est ça? Bah, c'est entre 0 et 1, donc ça doit être un pourcentage, j'imagine. Bah, le pourcentage, il est là, tu vois, le ratio. Alors, je sais pas, c'est bizarre. Ouais. Bref, c'est une compilation de savoir à quoi ressemble un développeur. C'est ça, c'est très marrant. C'est un peu marrant. Alors, le mec, il a pris le truc au sérieux, il a fait des graphes. Il a pris les 25 repos et dans chaque langage, il a pris 5 top committers et il a passé le truc dans chaque photo dans FaceApp, il a retiré des. Il avait rien à faire un dimanche, j'imagine. C'est cool. Mais voilà, franchement, c'est très marrant qu'il nous ait proposé ça. Moi, je trouve ça très. Une densité de. Ah, mais du coup, peut-être que la moustache c'est plus facilement lisible comme ça. Non, on ne comprend rien. Non, je le comprends pas. Celui-là, on ne le comprend pas. Si vous le comprenez. On va regarder dans le détail. Ok, bah c'est très cool. Bah merci, ça conclura la zone 404. On vous remercie de nous avoir suivis. Encore une fois, n'hésitez pas à partager cette émission sur les réseaux sociaux. Ça nous aide beaucoup à nous faire connaître et à faire découvrir l'émission à d'autres personnes. N'hésitez pas à vous abonner pour être informé des nouveaux épisodes de leur parution. On vous dit à dans 2 semaines et à très bientôt. Salut.